Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour la première des vidéos bilan de cette première partie de saison au PSG. On va analyser les performances individuelles de tous les joueurs de l'effectif avant de faire une vidéo plus globale sur la production collective du club et le travail de Galtier et son staff depuis 4 mois. On espère boucler cette série de vidéos avant le début de la Coupe du Monde, bien évidemment. Et on va commencer aujourd'hui avec 3 joueurs que je n'avais pas jugés pendant la trêve internationale de septembre. Rappelez-vous, ce début de saison a été coupé en 2 dynamiques, celle d'août et septembre, la trêve internationale, où j'avais déjà fait un premier mini-bilan des performances individuelles, mais des joueurs qui jouaient. À ce moment-là, Mukiele, Ekitike et Soler n'avaient pas eu assez de temps de jeu pour pouvoir vraiment en parler sérieusement, chose qui a changé depuis, et c'est donc avec eux qu'on va commencer aujourd'hui, puisqu'ils ont eu des titularisations à des postes différents, des statistiques, des bonnes performances, d'autres un petit peu en dedans, et clairement des rôles tactiques pour eux qui semblent se définir, des traits qui commencent à vraiment se tracer. Donc, on va en parler dans cette vidéo. Commençons par Hugo Ekitike, recruté assez tôt dans l'été. On a appris que son dossier a été bouclé le jour de la présentation de Christophe Galtier. Dans le cadre d'un prêt avec option d'achat, au début ça devait être un transfert sec, au final on a du coup déplacé l'opération sur le prochain exercice comptable. Pour ceux qui se demandent, oui, l'option d'achat sera levée, peu importe les performances d'Ekitike, puisque je crois que c'est si on finit dans les 2 premiers de Ligue 1. Bon, autant vous dire qu'elle sera levée. Il n'est pas parti au Japon pour des problèmes de formalité administrative, du coup il s'est entraîné un petit peu tout seul au camp des loges, il a retrouvé une équipe, un groupe qui du coup a fait une véritable préparation avec des matchs amicaux, ce qui a un petit peu repoussé ses débuts. Je crois qu'il fait quelques entrées contre Clermont, Nantes, Toulouse, contre Brest, et globalement pas de titularisation lors de la première coupure internationale. Et ensuite, ça a enchaîné directement contre Nice, première titularisation dans la victoire 2-1. Il a joué une grosseur qui a été quand même compliquée parce qu'il rongeait son frein jusque-là et du coup il a voulu se montrer, toucher beaucoup de ballons dans un rôle qu'il connaissait à Reims mais qu'il doit absolument oublier, on va dire, au PSG. C'est-à-dire qu'il décrochait beaucoup trop. En plus, techniquement, il n'était pas aidé parce qu'il était à contre-courant, souvent pas dans le tempo avec ses partenaires, sur les contrôles, sur les remises. Alors que ce qu'on lui demandait, c'était pas du tout ça en fait. C'était rester là-haut, être un point d'appui dans le dernier tiers, proposer des courses sur la largeur, dans la profondeur et surtout de la présence dans la surface, bien évidemment. Chose qui n'a pas du tout eu lieu sur ce match-là. Alors il y avait Mbappé qui n'était pas titulaire, donc ça maintenait la ligne des Niçois assez haute, tout simplement, et Ekitike n'a pas aidé en ce sens-là du coup. Il voulait beaucoup toucher le ballon parce que forcément, il est jeune, c'est son premier match, il y a une dimension émotionnelle qui est vraiment à prendre en compte dans l'analyse avec lui, et du coup, il s'en rapprochait le plus possible, sans pour autant penser aux espaces qu'il laissait derrière lui, vacants complètement, puisqu'il n'y avait absolument personne pour prendre la profondeur au PSG à ce moment-là. Bref, techniquement, on a vu déjà sur ce match qu'il y avait quelques petites hésitations, ce qui conduit derrière à ne pas le voir contre Reims quand même, le 0-0 là qu'on fait. Neymar n'est pas titulaire, Soler le remplace, il y a Sarabia en attaque qui fait un match horrible, et Ekitike qui rentre pas contre son club formateur. Ça, c'était quand même un message fort. Surtout que, juste après, tu le fais rentrer contre Benfica. Et ça, c'est quelque chose que, en fait, j'ai pas très bien compris. On peut reprocher beaucoup de choses au club. Il y a beaucoup de gens qui lui tombent dessus sur la gestion d'Ekitike, pourquoi l'avoir signé aussi cher pour aussi peu de temps de jeu. Moi, j'ai pas trop compris cette Zumba. Voilà. Et je l'ai dit à plusieurs reprises dans mes vidéos. Les gens qui disaient « Ouais, Ekitike, il faut le voir », à un moment donné, il sait où il venait. Il est dans une équipe où c'est très difficile de le juger parce que techniquement, le niveau, c'est le gratin mondial. Neymar, Messi, Mbappé, surtout, ça sort pas en fait. C'est pas des joueurs que tu mets sur le banc pour Ekitike. Donc, il est obligé d'avoir un coup, une blessure de Messi, les suspensions aussi pour Neymar, pour essayer de gratter une place de titulaire à un moment donné, une heure de jeu. Donc, si en plus tu le fais rentrer en Ligue des Champions contre Benfica, j'ai pas trop compris en fait. Contre la Juvirante, contre Haïfa, contre Benfica, mais en Ligue 1 par exemple contre Ajaccio, tu le vois pas, contre Reims aussi, contre Troyes, je crois que c'est pareil. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai pas vraiment compris de la part de Galtier, le faire rentrer dans les grosses échéances, les gros matchs, et pas en Ligue 1 sur des matchs où c'est bouclé, où il a l'occasion justement de prendre de la confiance, terminer le match, voilà, marquer des buts,
comme il l'a fait dimanche contre Auxerre. Donc contre Benfica, il rentre au retour, le fameux match qu'on doit gagner, celui où on a le plus de regrets sur cette première partie de saison. Il ne montre pas grand-chose, si ce n'est un manque de justesse technique. Contre Haïfa, il rentre encore à la place de Mbappé, donc là c'est compliqué de remplacer un tel joueur, bien évidemment, qui t'apporte la menace dans la profondeur, la verticalité. Il loupe un contrôle qui lui foire un duel contre le gardien israélien. Et je crois qu'il a aussi une autre occasion, qui foire aussi. Donc là, c'est vraiment dommage. Même s'il fait un déplacement assez altruiste sur le but de Carlos Soler, il s'efface bien. C'est une entrée qui était globalement bonne. Contre 3, il rentre toujours pas. Contre la Juve, il rentre. Alors, il touche peu de ballons, mais il réussit une combinaison avec Mbappé et il apporte des déplacements qui avaient globalement manqué au PSG sur ce match-là devant. Globalement, je pense une bonne entrée au Juventus Stadium, même si techniquement, tu as encore vu ses limites, tout simplement. Et j'y reviendrai plus tard. Titularisation contre Lorient la semaine dernière, passe décisive, évidemment altruiste pour Neymar, mais qui traduit aussi un manque de confiance pour Ekitike, qui s'est ressenti sur les occasions qu'il a eues par la suite dans la première mi-temps. Je crois qu'il en a 2. Les frappes sont un petit peu trop enlevées, trop lourdes, on va dire. Même s'il est très actif pour presser, pour se proposer, il est là, il décroche. Techniquement, il arrive à échanger un petit peu avec Achraf Hakimi. Il est maladroit donc dans la surface. Et puis après, par contre, au retour des vestiaires, bon, il s'éteint complètement, très difficile à trouver. Il est sur son côté et il rentre. Et il sort, pardon. Il sort. Je crois que c'est Soler qui le remplace. Meilleure entrée évidemment contre Auxerre dimanche. Passe décisive pour Renato après avoir un petit peu loupé. 1 au début de l'action, une passe pour Renato, et 2, un duel avec Benoît Costil. Au final, pas de problème. Il finit même avec un but, c'est cool. Ça arrive avant les vacances, donc quelque part c'est bien, parce qu'il ne va pas cogiter pendant la Coupe du Monde. De l'autre côté, on aurait pu se dire que si ça avait continué sur des matchs du PSG, il aurait pris confiance et peut-être aurait-il commencé à faire des stats vraiment, puisqu'au final, il s'en sort avec un but et 2 passes décisives. En 273 minutes, c'est quand même honorable. 273 minutes, c'est 3 matchs complets. 17% des minutes totales au PSG. Il a joué 17% des minutes qu'a offert le PSG à ses joueurs cette année. Voilà, 17% du total des matchs. Bon, je pense que le plus gros axe de progression pour lui, c'est techniquement. Techniquement, parce que il y a des approximations, les contrôles, les passes sont souvent à contre-temps. Et puis dans la surface, à un moment donné, quand tu es remplaçant, c'est difficile de se montrer dans le jeu parce qu'il est accaparé le ballon par Messi, Neymar. En plus, tu dois faire tes déplacements en fonction d'eux. Donc, tu dois combler ça par un tranchant dans la surface. Ce que Sarabia faisait bien à son arrivée sur ses 6 premiers mois, par exemple, ses performances en Coupe de France. Ce que Soler fait bien aujourd'hui, 2 buts de passes décisives pour lui. Et ce qu'Ekitike a plutôt bien fait sur les 2 matchs contre Lorient et Auxerre. Mais il y a eu aussi d'autres matchs avant, bien évidemment, pour lui, qui étaient insuffisant dans cette dimension-là. Je pense que techniquement, c'est de son ressort, mais aussi il touche le ballon beaucoup plus haut. Voilà, il est dans un rôle complètement différent du Stade de Reims et j'ai l'impression que c'est là en fait tout le point névralgique de l'analyse pour lui. Le fait qu'à Reims, il jouait globalement plus bas sur le terrain et sur le côté, il touchait beaucoup plus de ballons plus bas et en partant de la gauche pour revenir vers l'axe. Là, il est obligé de rester sur l'axe droit, disons, même s'il va chercher la gauche, bien évidemment, et surtout beaucoup plus haut. Voilà, il a beaucoup moins de perspectives de mouvement, ce qui fait qu'il touche le ballon dans des zones où les adversaires sont plus proches de lui, mettent plus de contact, de tampons. Pour un joueur aussi frêle, au final, c'est difficile de conserver le ballon, alors qu'à Reims, forcément, quand tu décroches, tu as plus de temps pour te retourner, pour porter le ballon, pour faire des différences. Là, boum, faut jouer très très vite, il faut vraiment avoir une excellente coordination, chose qu'il n'a pas vraiment. Donc c'est là où il y a une circonstance atténuante pour lui sur son rôle. Maintenant, techniquement, faut bien sûr qu'il progresse. La dimension émotionnelle est bien sûr à prendre en compte. C'est un joueur qui a rongé son frein, qui a même eu à un moment donné une discussion avec Christophe Galtier, qu'il a révélé hier après le match, concernant son manque de temps de jeu. Et plus globalement, du coup, tout ça te mène en fait à la question de son recrutement. Alors oui, c'est un jeune, il a 20 ans, et je pense que à cet âge-là, et lui plus que les autres, il ne s'est pas encore trouvé, on va dire, tactiquement. Il n'a pas vraiment sa personnalité tactique, disons, de joueur. Ça va être difficile de la trouver avec aussi peu de temps de jeu, bien sûr. Maintenant, voilà, il y a aussi le PSG à prendre en compte, et son recrutement. À un moment donné où tu voulais jouer à 3 derrière, tu as besoin de jouer à 3 derrière, tu as besoin de jouer à 3 devant. Et ça, c'est
Donc tu as axé sur un 9 qui est absolument un point d'appui. Tu prends Lewandowski en piste principale, Gianluca Scamacca que tu tentes indéfiniment sur 3 semaines et au final tu ne le signes pas, pour te retrouver avec Ekitike qui n'est pas du tout ce profil de 9 avec qui Kylian Mbappé aurait pu être complémentaire parce que capable de graviter autour, comme Falcao, comme Cavani, comme Icardi dans le 4-4-2 avec les 4 fantastiques, comme Giroud en équipe de France, bref, il y a beaucoup d'exemples. Donc à ce moment-là, tu avais un 9. Parce que tu veux jouer en système à 3. Mais depuis, tu es repassé à 4 derrière, et du coup, tu as le besoin d'un véritable ailier. Quelqu'un qui t'apporte de la percussion balle au pied, capable de dribbler, de prendre la profondeur, chose que Ekitike est incapable de faire. Quand il a le ballon, il fait très peu de différence sur les dribbles. En plus, il n'est pas en confiance, donc c'est sûr qu'il ne va pas tenter un sombrero sur un défenseur, qui en plus le tamponne très rapidement. Donc là, tu te demandes en fait pourquoi tu l'as signé. Moi, c'est vraiment... J'ai vraiment très très peu de perspectives par rapport au recrutement cet été. C'était peut-être une opportunité de marché, voilà. Peut-être envoyer un message en recrutant en Ligue 1, et encore, puisque tu as sacrifié Kalimundo qui avait quand même plus d'expérience que lui et qui avait plus montré au sein du PSG qu'Hugo Ekitike, et même en Ligue 1, puisqu'à Lens, il était quand même titulaire régulier. Là, il s'éclate dans le règne de Pep Genesio, et tant mieux pour lui, bien évidemment. Mais moi, je m'interroge vraiment en fait sur son recrutement, parce que tu l'as recruté, et au final, là, cet été, tu vas te retrouver avec 30 patates qui vont partir dans l'option d'achat, et qui seront perdus sur le recrutement d'un vrai numéro 9 dont tu as vraiment besoin, et d'un ailier. Voilà, tout simplement. Alors après, peut-être qu'un des 3 devant va partir. Le départ de Mbappé va peut-être se remettre sur le devant de la table. Hein. On ne peut pas l'oublier complètement, ce dossier Mbappé. Hein. Rappelons qu'il a été en guerre ouverte face au club sur le match contre le Benfica, qui était le plus important du début de saison. Voilà. Et puis, peut-être Messi ne va pas prolonger, on ne sait pas trop. Peut-être que Luis Campos va profiter de la bonne saison de Neymar pour le vendre. Bref, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Mais dans tous les cas, j'ai vraiment un problème, en fait, avec son recrutement après coup, en fait. Voilà. Maintenant que je l'ai découvert et qu'on connaît un petit peu ses limites, ses qualités aussi, mais c'est sûr qu'il n'en joue pas du tout de ses qualités en fait. Hein, voilà. Son rôle qu'il avait à Reims, c'est pas du tout le même au PSG. Je n'ai pas trop compris du coup pourquoi médiatiquement on en a fait une affaire, et surtout pourquoi Riolo a balancé son salaire voilà, à un moment donné. Là, quand ça chauffait pour le PSG, Riolo s'est excité sur RMC en disant qu'il gagnait 600 000 bruts, je crois, par mois et qu'il tiquait. Bon, à quoi bon mettre dans cette affaire médiatique un jeune de 20 ans qui a signé au club? Bon, tu peux pas... Voilà, c'était pas très classe de la part de Riolo. Peut-être que c'est faux aussi, peut-être que c'est une information qui est fausse. Dans tous les cas, si elle est vraie, essaye de préserver le joueur un petit peu le plus jeune, le plus en difficulté de l'effectif, quoi. Bon, les perspectives, progresser techniquement, bien évidemment, même si voilà, sur le peu de temps de jeu, il y a eu des statistiques, 2 passes décisives, 1 but. Bref, passons à Nordi Mukiele. Nordi Mukiele qui donne beaucoup plus satisfaction. Moi, j'ai l'impression que son rôle de remplaçant, il le prend très très bien. Alors, ses premiers matchs étaient compliqués, on se souvient, contre Toulouse, je crois. Contre Haïfa, évidemment, il devait animer son couloir droit dans le système à 3 en tant que piston. C'était ahurissant. Enfin, il avait fait un match horrible, un match de CRS. Je crois qu'il s'était repris un petit peu contre Lyon. Et puis, plus globalement, la trêve internationale lui a fait du bien. Voilà, depuis la reprise. Contre Nice, il est titulaire. Il peine à rentrer dans son match. Et puis, il monte en puissance. Il casse des lignes. Sur le but de Laborde, très rapidement, là, sur un centre en début de seconde mi-temps, il est un petit peu absent. Mais il se rattrape puisqu'il fait une action plus haut sur le terrain. Et le centre en retrait pour Mbappé en toute fin de match pour aller chercher les 3 points, le but décisif. Il est donc passeur décisif. Donc ça, c'est à mettre à son profit. Contre Reims, bon, il est en piston. En première mi-temps, j'avais noté qu'il avait pris des coups, 2 ou 3, que l'arbitre n'avait pas assez protégé. Voilà, sur ce match, on se souvient le carton rouge de Sergio Ramos avec l'arbitre qui note pas d'insulte sur son rapport derrière. Donc tu comprends pas trop pourquoi Ramos prend 2 matchs plus 1 avec sursis. Et de l'autre côté, Mukiele qui avait vraiment pris des sales coups, pas du tout protégé. Bref, le pressing rémois l'avait mis un petit peu à mal. Et puis, en seconde mi-temps, il repasse en tant que latéral droit à 4 derrière. Défensivement, il est pas trop mal. Contre Benfica, il fait une bonne entrée en piston droit. Rappelez-vous, c'est Bernat qui sort et Hakimi qui finit à gauche. Dans le dernier tiers, bon, toujours pas vraiment de justesse.
Contre l'OM, il remplace Danilo. C'est le match où je crois Danilo se blesse. Ses premiers ballons, il se loupe, mais après il se reprend. Il fait plutôt un bon match. En seconde, il coupe quelques contre-attaques marseillaises. À la relance, on le voit un petit peu moins que d'habitude. Contre Ajaccio, il fait un match solide. À la relance, il est assez intéressant, très vertical, pour trouver par exemple Lionel Messi entre les lignes. Contre 3, il est latéral droit dans le système à 4. Alors il loupe son début de match parce que Audobert le fume à la profondeur. Il est aussi pris sur le but au retour des vestiaires de 3, le second, parce qu'il n'est pas assez proche du centreur, ce qui lui laisse un petit peu tout le luxe, on va dire, d'ajuster et trouver le buteur dans la surface. Mukiele qui est pas assez tranchant, on va dire, au duel, même si bien sûr, sur le reste du match, il a vraiment été très très bon, très solide bien évidemment, rapide et surtout, en tant que latéral droit, il s'est retrouvé plusieurs fois à courir vers son but et à être assez propre dans cette dimension-là. Voilà, c'est plutôt quelqu'un, défenseur de Bundesliga, qui défend en avançant, qui va jaillir, on va dire, sur son vis-à-vis. Là, c'était un registre différent qu'il devait adopter, courir vers son but. Il y a notamment eu un tacle, je crois, en première mi-temps, qui était plutôt pas mal. Donc, ça fait plaisir pour lui. Un très bon match contre 3. Avec un beau duel contre Audobert. Bon, contre Lorient, il fait une entrée, mais qui est un petit peu trop brève. Et puis contre Auxerre, il a globalement le duel avec Nyang. Voilà. Alors, il lui laisse 2 occasions hier. Hein. Attention, hein, en première mi-temps, il juge mal un duel aérien, mais ça, j'ai l'impression qu'on n'aura jamais des défenseurs bons dans les airs. Voilà. Tout le monde est mauvais, de toute façon, dans cette dimension-là. Kimpembe a fait une bien mauvaise saison la saison dernière dans les airs. Ramos est moins impérial. Marquinhos n'aime pas aller au duel, évidemment. C'est peut-être Danilo qui domine le mieux, de par sa taille, bien évidemment, et aussi son intelligence de placement. Il fait une bonne transversale pour Nuno sur le second but, et puis sinon, bon, pas grand-chose à signaler sur son match d'hier. Il a joué 50% des minutes donc au PSG, 40% dans le 11. Alors bien sûr, les blessures de Kimpembe et de Danilo plus tard l'ont bien aidé. 787 minutes, c'est quand même pas mal. Il a enchaîné, mine de rien, pour une passe décisive. Et j'aimerais louer quand même son rôle de remplaçant qu'il tient bien, à la fois dans l'axe, parce qu'il est bon à la relance. Voilà, c'est un des mecs, en fait, qui montre le plus de choses à la relance. Je suis désolé. Qui est meilleur que lui à la relance aujourd'hui? Alors, t'as Ramos qui a fait un bon match contre Auxerre hier, mais parce qu'il était axe gauche, il était beaucoup plus à l'aise techniquement. Il a réussi toutes ses passes, 38 en première mi-temps. Marquinhos, bon, il s'est un petit peu repris depuis le retour au système à 4, mais globalement, son début de saison est compliqué en matière de relance. Danilo, allez, ça se tape avec Danilo. Ça se tape en fait avec les joueurs de rotation. Danilo et Mukiele, qui est vraiment bon, je trouve. Hein. Là-dessus, les passes sont verticales, sont très appuyées. Il est aussi capable de faire des transversales comme il l'a montré hier contre Auxerre. Et ça, j'aime beaucoup. Ensuite, au duel, bien sûr, voilà, il est très tranchant. Il arrive à récupérer des ballons, même si parfois, en fait, il est comme tous. Les duels aériens et défendre dans la surface. C'est quelque chose qu'il n'aime pas trop une fois qu'il est dans la surface. Bon, c'est compliqué. T'as Marquinhos qui, à chaque fois, lui, son premier objectif, c'est de mettre les mains dans son dos. Du coup, ça pousse à des situations un peu bizarres. J'ai revu le but que Gabriel Jesus nous met contre nous en phase de poule la saison dernière. Vous le re-regarderez et vous verrez que Marquinhos, sur le but, déjà la saison dernière, en fait, lui, la première chose à laquelle il pense, c'est mettre les mains dans le dos. Plutôt que de jaillir sur le mec qui va recevoir le centre, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, il perd limite 1 seconde dans la surface, ce qui est bien trop. Kimpembe, bon, à chaque fois, il est un petit peu en retard, comme sur le second but de 3. Ramos, il fuit un petit peu le duel parce qu'il sait que voilà, il est un petit peu cramé. Donc voilà, défendre dans la surface, c'est un petit peu compliqué. La gestion des centres peut en témoigner. Et Mukiele peut progresser là-dedans. Mais dans tous les cas, dans son rôle de remplaçant, il est vraiment très très bon. On parlera de Soler dans une autre vidéo parce qu'on est déjà à 18 minutes et je voudrais parler de Kimpembe qui a fait un choix très grand, très juste, altruiste, disons, pas aller au Qatar. Alors on le sait, il a eu cette blessure. On peut regretter ce tacle dingo contre Brest. Franchement, il était inutile total. C'était un match, encore une fois, où il avait le brassard de capitaine. Et comme à chaque fois, quand il est capitaine, il pète les plombs. Voilà, donc il se pète, il va au Qatar, il revient, je crois qu'il joue 11 minutes contre Haïfa, 1 heure en tant que capitaine contre 3. Un match où il était vraiment pas dans son assiette, il fuyait le duel alors que c'est un joueur qui a besoin de défendre en avançant, d'être au contact de son adversaire. Il doit absolument avoir le pied sur le ballon, le premier bien évidemment, et être toujours épaule contre épaule, jouer de son explosivité. Ensuite, il se repète sur le tendon, ce qui lui fait louper la Juve et Lorient, et contre Auxerre, il joue 15 minutes.
Bon, au final, il choisit de ne pas aller à la Coupe du Monde. C'est un choix noble parce que déjà pour l'équipe de France, il laisse la place à quelqu'un qui est à 100%. En l'occurrence, c'est Axel Disasi qui a été appelé pour le remplacer. D'ailleurs, en parlant de lui, force à Amin Harit, voilà, qui s'est blessé hier contre Monaco. Des images qui sont horribles parce que voilà, pour le Maroc, c'est une grosse perte. Un joueur très créatif avec le ballon qui est capable de vraiment prendre des risques et puis mettre le pied dessus tout simplement, qui faisait des bonnes performances du côté de l'OM et qui s'est blessé contact avec Disasi. Bon, comme d'habitude, et ça c'est déplorable de toute façon sur les réseaux sociaux, il y a tout le monde qui est allé des emojis singes et racistes et tout ça par rapport au fait que ce soit sur un contact avec Disasi que Amin Harit se blesse. Donc ça, on le condamne bien évidemment, tout comme on apporte notre soutien à Harit qui visiblement c'est les ligaments croisés. Voilà, donc soutien à lui. Et puis Kimpembe, choix noble 1 pour l'équipe de France. C'est un vrai coup dur parce que 1 pour le groupe, c'est quelqu'un qui le connaît bien quand même, ce groupe assez jeune, renouvelé, voilà. Et puis surtout pour ses performances, parce que j'ai quand même l'impression que c'est un joueur de tournoi, Kimpembe, qui, lorsque tu le mets dans une bulle pendant 30-40 jours, bam, arrive à trouver un pic de performance, un petit peu comme Paul Pogba. Et surtout, il avait l'occasion, en fait, de se prendre une vraie référence avec les Bleus, hors match amicaux. Parce que jusque-là, on ne l'avait pas vraiment vu dans des matchs officiels. La Coupe du Monde 2018, par exemple, bon, il la prend, mais il est remplaçant la plupart du temps avec l'enceinte, tout simplement. Et puis surtout, en fait, pour lui, personnellement, il y a un vivier qui est énorme en tant que défenseur central. Et là, s'il y a quelqu'un qui tire son épingle du jeu, il va lui piquer sa place de titulaire, tout simplement, en équipe de France. Si le système à 4 s'impose au Qatar, si on fait un grand tournoi à 4 derrière, et que la charnière centrale fonctionne bien, par exemple Saliba, axe gauche avec Raphaël Varane, par exemple, ou Pamecano aussi, on peut penser à lui, ça va être compliqué pour lui derrière de retrouver sa place de titulaire qu'il a eu à un moment donné en équipe de France. Et puis bien sûr pour le PSG, c'est louable parce qu'il ne fait pas de Samuel Umtiti, tout simplement en 2018, qui avait laissé son corps pour l'équipe de France, pour la nation, donc ça fait plaisir. Pardon. Bref, bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis on se retrouve demain ou après-demain, bien sûr, pour la seconde vidéo bilan. On parlera de Carlos Soler, notamment, et d'un autre joueur, je ne sais pas encore qui. Ciao les amis.